Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliothèque pour ce nouveau numéro d'une émission ô combien plébiscitée et attendue. Alors pour ce nouveau numéro, le thème a été choisi après un long débat interne dont vous avez été les témoins privilégiés. Et nous sommes donc arrivés, tous ensemble là-dedans, au choix des super-héros chez DC Comics et le hasard, ou pas, a fait qu'entendre sur la Trinité, DC Comics, qui est habituellement constituée de Superman, Batman, Wonder Woman, et que j'ai inversé, parce que c'est aussi mon ordre de préférence des personnages. On commencera par Wonder Woman, ensuite Batman, et on finira par Superman. Et donc c'est parti, on débute avec le Wonder Woman de George Pérez. Alors, Wonder Woman. Alors déjà, pour commencer Wonder Woman, il faut dire que trouver des bonnes publications sur Wonder Woman, c'est pas forcément évident. Alors déjà, une des raisons principales, c'est qu'aux États-Unis, on n'a qu'une seule série principale sur Wonder Woman, alors que par exemple sur un Batman, on en a plusieurs. Donc déjà, il y a moins de publications de base. En plus de ça, en France, à l'époque de Panini Comics, c'était pas vraiment mis en avant. C'est mieux aujourd'hui avec Urban Comics. Par contre, les bonnes histoires, il n'y en a pas forcément tant que ça. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Et d'après moi et d'autres connaisseurs, l'une des meilleures, voire la meilleure, est celle de George Pérez sur Wonder Woman, qui en France s'appelle Dieu est mortel et qui est disponible en 2 volumes. Alors, il faut remettre en contexte. On est en 86. Et DC Comics lance sa grande crise, Crisis on Infinite Earths, qui va remettre toutes les histoires, tous les super-héros à zéro. Tout simplement, on va repartir de zéro, c'est un vrai reboot. Batman, Superman va être relancé par notre auteur, et Wonder Woman va être relancé par George Pérez. On va citer quand même d'autres scénaristes qui vont l'accompagner, Greg Potter. Greg Potter va préparer ce reboot et va être là pendant 2 numéros, et ensuite Len Wein va être là pendant 18 numéros, je crois, jusqu'au numéro 18, pour aider George Pérez dans l'écriture de cette histoire, de cette saga, mais c'est bien George Pérez qui est le dessinateur et le scénariste principal de l'œuvre. Donc, reprise à zéro. On va vraiment reprendre l'histoire de base, les origines, la mythologie, telle que créée par William Moulton Marston en 40. Sauf que on va vraiment approfondir pas mal d'éléments. C'est ça qui est vraiment intéressant. Notamment, on va donner une origine aux Amazones, une origine un peu différente de celle qu'on a connue. Notamment expliquer aussi pourquoi Hippolyte veut absolument un enfant. C'est vachement intéressant. On va développer le côté mythologie et les dieux grecs. Alors ça a toujours été là, évidemment, hein, c'est la base du personnage de Wonder Woman, ses pouvoirs viennent d'eux, etc. Mais ils n'étaient jamais, en tout cas pas assez présents en tant que personnage réellement, affluents sur l'histoire. Ça va être le cas ici. On va retrouver l'histoire de Steve Trevor qui s'écrase sur l'île, etc., les classiques, mais ça va être un peu plus lié à une intrigue concernant Ares, le vilain principal, du premier tome et de Wonder Woman de manière générale. Et notamment aussi, on va avoir un ajout d'une intrigue super intéressante de la mère de Steve Trevor qui est arrivée sur l'île avant, du coup, Steve Trevor, qui a notamment combattu un des démons de l'île qui s'appelle le Cotus, il me semble. Et c'est elle qui a laissé le drapeau américain, et c'est ce qui fera que le drapeau américain atterrit sur le costume de Wonder Woman, notamment. Donc voilà, des approfondissements et des choses qu'on explique. C'est une saga qui va redéfinir le personnage pour l'ère moderne, vraiment, c'était le but aussi. Mais c'est vraiment la Wonder Woman qu'on va, je pense, aimer. C'est comme ça qu'on va la voir, tout cet aspect mythologique, vraiment. Niveau dessin, on est dans les années 80, donc un peu vieillot niveau colorisation, pardon. Et aussi parfois niveau narration, dont les cases de description, par exemple, ça va être un petit peu lourd. Mais c'est Georges Pérez. C'est Georges Pérez, c'est un petit peu un dieu, hein, quand même, disons-le. Donc c'est très bon, c'est vraiment très très bon, de super dessins pour moi, je trouve ça absolument génial, et c'est notamment là où Wonder Woman, la Diana que j'aime, c'est en tant que dessin, c'est ma référence pour Wonder Woman, clairement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, les ennemis principaux seront encore une fois Arès et Circé, hein. On reste sur ce côté mythologique du personnage, donc disponible en 2 tomes sous le nom de Dieu immortel. À savoir que Georges Pérez est resté sur le titre en tant que scénariste jusqu'au numéro 62 ou 92, donc pendant 5 ans, mais ces 2 tomes ne couvrent que ce qu'il a fait en tant que dessinateur et scénariste, ce qui est déjà une bonne partie, et ce qui est peut-être le plus intéressant, puisque c'est les origines vraiment de Wonder Woman. Donc,
Si vous voulez découvrir le personnage de Wonder Woman, foncez. Si vous n'avez pas lu ce titre référence, foncez aussi. Dans tous les cas, foncez, parce que Wonder Woman, c'est trop cool, surtout quand c'est aussi bien écrit et dessiné. Voilà, on a fait le tour et on passe à Batman, Sombre Reflet. Et on enchaîne donc avec Batman. Alors, pour choisir l'œuvre à présenter pour Batman, j'aurais pu faire du très classique et choisir Année 1, par exemple, le chef-d'œuvre de Frank Miller, mais je pense que c'est quand même très connu, à force, et Urban le réédite constamment, donc j'espère que vous l'avez lu. Voilà. Et j'ai préféré opter pour une œuvre qui est moins connue, et malheureusement, parce qu'elle mérite tellement mieux. Et pour vous la présenter, il faut remettre tout ça en contexte. Donc Batman, Sombre Reflet. Ici, c'est l'édition VO qui s'appelle Black Mirror, pas Black Mirror, Black Mirror. En VF, c'est aussi un seul tome qui s'appelle Sombre Reflet. Et c'est écrit par Scott Snyder. Alors Scott Snyder a fait cette série Batman avant son run assez mythique sur Batman, avec notamment la cour des hiboux, etc. Donc là, on est avant. Scott Snyder commence à monter en tant qu'auteur. Il a fait Iron Man Noir chez Marvel. Il s'est fait connaître sur le marché indé avec American Vampire, notamment, super série aussi. Et DC Comics le met sur la série Detective Comics, juste avant le reboot. Donc là, on est 2010-2011. Tout va être rebooté un an plus tard. Et Snyder va être mis sur la série Detective Comics, pardon, qui est la deuxième série Batman après la série principale Batman, à l'époque où c'est Dick Grayson qui est sous la cape de Batman, puisque Bruce Wayne est d'abord présumé mort, ensuite envoyé dans le temps par Darkseid, et quand il revient, il crée Batman Incorporated, donc il est très occupé. Et c'est Dick Grayson qui donc surveille Gotham City. Et Scott Snyder va écrire une histoire, alors déjà va écrire parfaitement bien à Dick Grayson en tant que Batman, et il va écrire une histoire où Gotham City en fait va être un personnage à part entière. Et c'est un thème que Snyder va adorer, va reprendre souvent. On le verra sur la cour des hiboux. On le verra aussi par exemple sur la mini-série Gates of Gotham, Batman Gates of Gotham, qui explique le passé de Gotham, notamment les familles de Gotham qui ont créé la ville, qui ont fondé la ville. C'est un thème qu'il apprécie et il va à plusieurs reprises pendant l'histoire nous dire que Gotham est une ville qui sans arrêt bouge, sans arrêt nous surprend, sans arrêt nous fait perdre l'équilibre. Et c'est ce qu'il va faire avec Dick Grayson, puisqu'il va adapter en fait finalement Gotham City à ce nouveau Batman et lancer de nouveaux vilains, qui ne sont pas les vilains habituels, un peu fous, un peu surnaturels des fois, qui sont des vilains très humains, très sombres, très dérangeants. Notamment le premier s'appelle le Dealer, et vend aux enchères des anciens équipements de super vilains, hein, vend ça à des riches de Gotham City qui sont là avec leurs masques, qui crient ouah comme des fous. Enfin, c'est assez dérangeant encore une fois. Et c'est une thématique, l'horreur, le côté sombre horreur, c'est une thématique qu'aime beaucoup Snyder. On peut citer American Vampire, on peut citer Severed, on peut citer The Wake, que de très bonnes histoires d'horreur. Et ça va encore plus se voir dans la deuxième partie en fait, de ce run-là, puisqu'il va s'intéresser aussi au commissaire Jim Gordon, et notamment au retour du fils de Gordon, donc Jim Jr., qui est un criminel présumé qui va revenir en disant qu'il s'est un peu soigné, qu'il est plus fou, qu'il prend des médicaments, etc. On va revenir sur une ancienne affaire liée à son fils. Donc vraiment, on va avoir une intrigue là, qui du coup va être dessinée par Francesco Francavilla. Donc avant c'était Joke, j'y reviendrai. Là c'est Francavilla sur les parties avec Jim Gordon, et on va avoir une ambiance très sombre, très thriller, très slasher presque. On a une scène dans un diner où Jim et Jim sont un face à l'autre, et Francavilla nous montre des plans de portes, d'endroits vides. Vraiment, c'est une mise en scène qui est assez flippante, assez prenante, c'est vraiment génial. Et toute l'intrigue autour de Jim Gordon va être très prenante, à la limite de l'horreur, très bien ficelée, et va nous rappeler justement Batman année 1, puisque dans année 1, Miller développe notamment le personnage de Jim Gordon qui arrive à Gotham City, et dans un aspect très sombre du personnage qu'on va retrouver ici. Comme quoi on a quand même un lien. Et ce qui est drôle, puisque Snyder, je fais une parenthèse, Snyder lancera dans sa série Batman ensuite une relecture d'année 1 avec année 0, où il va un peu se planter. Ça va pas être génial, c'est un peu un travail de commande qu'on lui aura imposé. Il va un peu se planter, et finalement, la vraie suite d'année 1, on pourrait dire que c'est ce qu'il a fait ici, sur Sombre Reflet, avec Jim Gordon.
Donc j'ai dit, Joke est au dessin, de la série quand c'est Dick Grayson et quand c'est sur Batman. C'est très bon, c'est Joke, hein. Joke, c'est très graphique, très dynamique, pareil sur du côté sombre, avec beaucoup d'ombre, beaucoup de c'est un peu un petite tache de couleur presque parfois, hein, quand il dessine, donc ça marche très, très bien sur la série là. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle, Snyder et Joke vont créer la série plus tard, assez récente, Batman, le Batman qui rit. Et dans cette série, on va retrouver justement le fils de Jim Gordon qui revient aussi, une nouvelle fois en disant qu'il s'est soigné, etc. Comme quoi, il y a vraiment des liens qui vont se créer, et tout ce que Snyder a lancé dans cette série va être d'une manière ou d'une autre repris sur ce Batman derrière, sur toute sa grande saga de Batman derrière, qui est encore en cours d'ailleurs. Donc voilà une série que j'adore, qui est un de mes récits préférés de Batman, tout simplement, et qui pour moi est assez méconnue malheureusement. Je me trompe peut-être, si vous l'avez lu, c'est cool, tant mieux. Sinon faites-le. Sombre reflet, en un tome chez Urban Comics, il faut le lire parce que c'est super cool. Et si vous avez aimé ce que Snyder fait après, vous allez adorer ça forcément. On enchaîne et on passe au plus gros événement de l'histoire des comics, à savoir la mort de Superman. Et on termine avec le héros le plus emblématique, faisons la liaison, de l'univers d'ici, à savoir Superman, voire de tout l'univers en fait, hein. Superman, et notamment l'événement le plus marquant de l'histoire des comics, la mort de ce Superman. Alors, il faut remettre ça en contexte, on est en 93, et les auteurs à l'époque ne voulaient pas faire cette histoire-là, enfin, c'était pas ce qu'ils avaient dans l'idée de faire, ils voulaient faire le mariage entre Lois Lane et Clark Kent. Sauf qu'à l'époque, 93 donc, la série télé Lois et Clark est lancée. Et les producteurs, éditeurs, etc. vont se dire que c'est peut-être une bonne idée d'avoir les mariages qui se font au même moment dans la série télé et dans le comics. Ils vont se mettre d'accord là-dessus, et du coup, vu que la série télé est à peine lancée, il faut le temps pour que les personnages se mettent ensemble, etc., puissent se marier, et donc dans les comics, il faut une histoire, entre guillemets, bouche-trou. Vraiment entre guillemets, hein. Et les éditeurs et scénaristes vont se mettre d'accord sur la mort de Superman. Je vous dis pas le tapage médiatique à l'époque, je vous dis pas les critiques, faut pas tuer notre Superman, machin et tout. Les auteurs expliqueront plus tard que ben, pour eux, il n'y avait pas de problème parce que chaque super-héros qui meurt revient. C'est du comics, on sait, les arcs de mort-résurrection, il y en a plein. Donc pour eux, c'était pas un problème, mais il y a eu quand même un effet très négatif. Pas très positif puisque ça a fait du bruit, mais un peu négatif pour les scénaristes qui ne pouvaient pas forcément s'expliquer sur ce qu'ils voulaient faire. Parce qu'en plus, à la base, eux, c'est pas la mort de Superman le centre le cœur de leur histoire, c'est plutôt comment serait le monde sans Superman. Comment réagirait ce monde sans cette lumière, sans ce sauveur, sans cet aspect très positif là que représente Superman. Et donc c'est le cœur de l'histoire. La série est donc lancée. Comment tuer Superman? C'est une bonne question. On ne peut pas utiliser un truc basique. On ne peut pas utiliser un vilain qui a déjà été défoncé par Superman. Donc on va amener une nouvelle créature qui s'appelle Doomsday, qui a des liens avec les origines de Superman et de Krypton, etc. Et qui va, du jour au lendemain, sortir du sol, un coup de poing comme ça, easy, balèze, et qui va foncer à Metropolis, et sur son chemin, il va défoncer tous les super-héros qu'il va rencontrer, un après l'autre, ça va être un massacre. Il arrive à Metropolis, il affronte Superman, ils se tabassent, et ils finissent en match nul. Ils vont tous les deux se coup de poignet, tous les deux, pim, comme ça, et mourir tous les deux. Match nul, mort de Superman. C'est le début de l'histoire, c'est vraiment que le début de l'histoire en fait de cette saga, puisqu'ensuite va arriver le deuxième acte, qui est le plus long, où on va avoir 4 Superman qui vont se présenter en disant « Eh mais c'est nous le vrai Superman là, on veut prendre le relais ». Donc on aura Superboy, on aura Steel, on aura Cyborg Superman et l'Éradicateur. Donc deuxième acte de la saga qui va être très intéressant, vraiment des bons personnages introduits qui vont d'ailleurs rester très longtemps après hein, dans les comics, avant l'horrible reboot de 2011 et New 52. Donc cette deuxième saga, ce deuxième acte, pardon, évidemment le troisième acte avec le retour de Superman et notamment l'introduction du mulet de Clark Kent et de Superman. Voilà, c'est années 90, hein, on fait ce qu'on veut années 90, on tente des trucs, on se lâche et on donne un mulet à Superman et rien que pour ça, l'histoire vaut le coup, vraiment. Donc 3 actes, une saga qui se tient vraiment sur l'ensemble, qui est ni trop courte, ni trop longue, qui est extrêmement intéressante, qui est extrêmement originale aussi, dans son
le point de vue qu'elle apporte. Au niveau des dessins, c'est un collectif d'auteurs, c'est années 90, c'est pas ouf, c'est pas du grand art, mais ça fait le taf. Ça fait le taf vraiment. Et puis on se souvient tous hein, de certaines planches de combat, ou la planche où Lois Lane qui a Superman dans ses bras, tout ça sont quand même des images mythiques. Donc ça marche très bien niveau histoire. Une saga qui, qualitativement, clairement n'est pas la meilleure de tout ce qui a été fait sur Superman, loin de là même. Euh, mais c'est, encore une fois, une saga qui se tient vraiment bien sur l'ensemble, qui est bien construite et qui est surtout, pardon, très plaisante à lire, qui se lit vraiment, vraiment très bien et qui, pour moi, pour tout fan de comics et de Superman encore plus, est à lire. Voilà, on est pas mal. Je voulais citer quand même, à la fin de l'histoire, il y a un événement qui impacte Green Lantern et qui va notamment amener une mini-série, un petit événement, ensuite qui s'appelle Green Lantern Emerald Twilight et qui sort enfin en France, ça y est, ça arrive dans la collection DC Confidential sur Man Comics, ça devait sortir avant qu'on soit tous sont fermés chez nous là. Mais du coup ça arrivera un peu plus tard, donc peut-être en juin ou en juillet, en tout cas voilà. Pour cet été, je pense que ça va sortir. Green Lantern Emerald Twilight qui est absolument à lire, c'est génial. Voilà pour cette émission consacrée aux héros d'ici. Tellement de choses à dire, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs, mais l'essentiel, vous l'avez. Tout ça est passionnant, donc j'espère que si vous ne l'avez pas lu, ben, vous serez intéressé par le lire. Parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà, ben, je vous dis de prendre soin de vous, comme d'hab, hein, c'est important. Et on pourra bientôt sortir de chez nous et retourner en librairie, et ça c'est cool. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, parce qu'il y en aura sans doute une, je pense. Voilà. Donc, ciao ciao dans vos maisons.